Bonjour, merci d'être là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gérard Jolivet, le président de l'association bretonne de généalogie et d'histoire, Parchemin, plus connue par Parchemin, c'est plus simple. Nous sommes du coup à l'initiative de cette conférence, parce que évidemment, comme beaucoup d'associations de généalogie de Bretagne, on a contribué à construire la base généalogie et mucoviscidose, on va dire. Cette base de données qui sert de matériau à Nadine Pellen. Et alors on s'est dit que finalement, toutes ces généalogies qui étaient faites par les uns et par les autres, on se demandait, une fois passé à travers le serveur, l'ordinateur, le cerveau de Nadine Pellen, qu'est-ce que ça devenait ? Et d'où cette idée de dire, finalement, la seule personne qui est capable de nous dire ce que ça devient, c'est Nadine Pellen. Donc du coup, dans un bureau, puis une assemblée générale de l'association, on a validé tout ça, on a pris contact avec elle, elle a donné son accord de principe, on a calé une date, et puis voilà, on est là. On s'est dit aussi que c'était l'occasion de remercier finalement les gens qui ont fait toutes ces généalogies. Et c'est pour ça qu'à la sortie, on a prévu un petit buffet apéritif. On s'est dit aussi que généalogie, certes, mais il y a aussi mucoviscidose, et que c'était intéressant de mettre les gens de l'univers des associations qui luttent contre la mucoviscidose sur le coup. Et c'est comme ça que j'ai contacté Thomas Lobouvier, qui est dans la salle, pour le mettre sur le coup et puis alerter ses propres réseaux. Donc voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous passer la parole. Comme on dit dans la marine, à vous le soin. Bonjour à tous. Donc je remercie Monsieur Jolivet et l'association Parchemin pour leur invitation. Je suis très contente d'être à Rennes aujourd'hui. Je suis très contente de rencontrer des bénévoles qui ont remonté des arbres généalogiques pour m'aider dans mes recherches. Et aujourd'hui, c'est une présentation un petit peu spéciale que je vais faire parce que c'est la première fois que je vais présenter ces résultats. C'est-à-dire que ça fait 12 ans que je travaille sur le thème généalogie et mucoviscidose. J'ai commencé pendant 5 ans, j'ai travaillé sur le Finistère et les Côtes-d'Armor et j'ai soutenu une thèse en 2012 sur l'origine de la mucoviscidose en Bretagne. Ensuite, j'ai écrit l'ouvrage, j'ai résumé mes recherches dans une thèse, j'ai rédigé un ouvrage suite à ces recherches. Et depuis 2014, j'ai élargi mon champ de recherche à l'Ille-et-Vilaine et au Morbihan. Et j'ai arrêté de recueillir des généalogies avant l'été. L'été, j'ai nettoyé ma base de données. Et depuis l'été, je suis en train de sortir les nouveaux résultats. Et donc, c'est la première fois que je vais les présenter aujourd'hui. C'est donc avec un peu d'appréhension, mais aussi beaucoup de plaisir, que je vais vous présenter le fruit de mes recherches, que je mène depuis 12 ans. Résumer 12 ans de travail en 1h30, c'est un petit peu difficile. Donc, je vais essayer de le résumer en à peu près 1 heure et ensuite je laisserai 30 minutes pour vos questions, vos interrogations, vos demandes de précision, etc. Si ça vous va. Les vivants ne peuvent rien apprendre aux morts. Les morts, au contraire, instruisent les vivants. Chateaubriand, Mémoire d'outre-tombe. Les généalogistes de Parchemin, ça vous dit quelque chose, cette citation ? Je n'ai pas été la chercher bien loin. C'est celle qui est sur votre site, votre site internet, en première page. Et c'est avec cette citation que je voudrais introduire mes propos aujourd'hui. Je vais vous parler des morts pour commencer. J'ai la mucoviscidose dans ma famille. 2 de mes tantes sont décédées de cette maladie. Une en 1953
l'autre en 1983. J'avais 6 ans. C'est le début de mon histoire avec la mucoviscidose. Et cette histoire personnelle, je vais vous la raconter, la dérouler aujourd'hui, afin qu'on essaye d'en tirer un enseignement. Ma première tante, Bernadette, est morte en 1953, donc, d'après mes grands-parents, elle était maigrichonne, elle avait le ventre gonflé, des diarrhées, de la fièvre, des glaires, et elle toussait beaucoup. On ne connaissait pas encore la mucoviscidose à cette époque. Le médecin a dit la coqueluche. Elle est décédée à 16 mois. À la naissance de Joël, ma deuxième tante, en 1966, les symptômes étaient les mêmes. Ventre gonflé, diarrhée, fièvre, glaire, et elle toussait beaucoup. Mais les médecins, la médecine, la recherche avaient évolué. Et on pouvait, à sa naissance, décrire la maladie. Les malades, enfin leurs parents, puisque l'espérance de vie était de 7 ans à cette époque-là, s'étaient même constitués en association, qui est l'association aujourd'hui Vaincre la mucoviscidose. Et dans le Nord Finistère, à Roscoff, au centre de Péraridi, à Roscoff, il y a eu un service qui réunissait les malades avec les mêmes symptômes. C'est donc à Roscoff que Joël est allé faire un test. On lui a fait le test de la sueur. Sa sueur était très salée. Ça voulait dire qu'elle l'avait, qu'elle était atteinte de mucoviscidose. Et c'est le début, donc, je vous disais, de mon histoire avec cette maladie. Je ne vais pas parler que de moi, rassurez-vous, mais je voulais un peu vous situer le propos. Je vais faire une présentation en 4 points. Dans un premier temps, je vais vous présenter la maladie. Qu'est-ce que c'est que la mucoviscidose pour savoir de quoi on parle? L'incidence de cette maladie en Bretagne. Ensuite, on va parler de généalogie et de génétique. Et enfin, je finirai par des perspectives. Alors, au niveau de la mucoviscidose, ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'appelle mucoviscidose, c'est fait de 2 mots, de mucus et de visqueux. Mucoviscideuse, c'est un mucus qui s'accumule dans l'organisme. C'est dû à une mutation d'un gène qui s'appelle le gène CFTR sur le chromosome 7. À un endroit du chromosome 7, il y a une mutation, il y a eu un changement dans l'écriture du gène. La mucoviscidose, c'est une maladie rare. C'est une maladie génétique qui se transmet donc par les parents et qui touche principalement les voies respiratoires et le système digestif. Je vais rentrer un peu plus dans les détails. Ah oui, c'est donc une petite illustration pour vous montrer qu'il y a un petit défaut dans le gène sur le chromosome 7. Alors, bon, c'est un peu des gros mots, mais vous allez voir, je vais vous l'expliquer, j'espère que ce sera plus clair. C'est pour vraiment vous expliquer les symptômes de la mucoviscidose. Il y a un défaut de perméabilité des ions chlorure des cellules épithéliales. Ça veut dire que cette mutation sur le gène entraîne un dysfonctionnement d'hydratation au niveau du corps, d'hydratation. Le mucus que l'on a tous naturellement, en cas de mucoviscidose, il est épais, d'où des glaires. Une des conséquences au niveau du système respiratoire, c'est que ce mucus, il s'accumule dans les poumons. Il s'accumule dans les poumons et donc il obstrue les voies aériennes, ce qui provoque une insuffisance respiratoire. Au niveau du foie, c'est la même chose. Ce mucus, il obstrue les canaux biliaires qui entraînent une insuffisance hépatique. Au niveau du pancréas, on a ce phénomène, obstruction des canaux pancréatiques qui entraîne du diabète. Au niveau de l'intestin grêle, c'est pareil. Ce mucus fait des occlusions intestinales qui entraînent une malnutrition et donc le ventre gonflé. Et au niveau de l'appareil reproducteur, chez les hommes,
il y a une atrésie des canaux déférents. C'est-à-dire que les hommes, ils ont bien des spermatozoïdes, mais le canal par lequel ils ressortent est aussi bouché par ce mucus, ce qui entraîne une stérilité. Et chez les femmes, il y a un épaississement de la glaire cervicale. La glaire est plus épaisse, qui entraîne une hypofertilité. Donc vraiment, cette mutation sur le gène entraîne un défaut d'hydratation qui fait que le mucus est plus épais et qui entraîne les symptômes, ventre gonflé, diarrhée, toux et fièvre, parce que comme il y a une mauvaise circulation, eh bien, il y a des bouchons dans lesquels les bactéries se développent et provoquent de la fièvre chez les malades. Ce qu'il faut savoir encore sur la maladie, c'est que la mucoviscidose touche de la même façon les garçons que les filles, que ces manifestations sont différentes d'un patient à l'autre. Certains sont plus touchés au niveau des poumons, d'autres au niveau de l'appareil digestif. Ça s'explique par le fait qu'il y a différentes mutations sur ce gène, sur ce chromosome 7, qui expliquent différentes expressions de la maladie. C'est une maladie chronique, c'est-à-dire que l'enfant naît avec et l'aura tout au long de sa vie, dont le dépistage et la prise en charge sont bien organisés aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis 2000, je crois que c'est 2002, partout en France, à la naissance, les bébés sont dépistés par le test de Guthrie. On leur prélève une goutte de sang et cette goutte de sang est analysée et à partir de là, on sait si l'enfant est malade ou non. Et donc, il est pris en charge au bout de 3 semaines ensuite, dans des centres spécialisés qui s'appellent des CRCM. C'est une maladie qui n'est pas contagieuse et c'est une maladie qui n'affecte pas du tout les capacités intellectuelles ni motrices. Elle affecte la respiration et la digestion notamment. Tous les 3 jours, un enfant naît atteint de mucoviscidose en France. Il y a à ce jour 7000 malades qui sont répertoriés. Pour vous donner quelques chiffres, la prise en charge s'est organisée à Roscoff en 1964. À cette époque-là, il y a 2 centres en France qui se sont ouverts. C'est Gien, dans le sud de la France, et Roscoff, dans le Nord Finistère. À partir de là, tous les malades qui avaient les mêmes symptômes, ceux du nord de la France étaient dirigés vers Roscoff, ceux du sud vers Gien. Et le fait d'avoir un nombre important de malades avec les mêmes symptômes dans un même service a permis de mieux décrire la maladie. À Roscoff, c'était le docteur Jehan à ce moment-là qui s'en occupait. Et l'espérance de vie était de 7 ans. En 1989, ça a été vraiment un grand événement au niveau de la mucoviscidose, c'est la découverte du gène. On a pu dire, voilà, c'est ce gène-là qui est muté sur ce chromosome-là. Et ça a été porteur d'espoir pour les familles. On s'est dit, si on a trouvé le gène, on va trouver la solution pour le guérir. Sauf qu'aujourd'hui, c'est toujours pas le cas. On s'est rendu compte que c'est plus complexe que ça n'y paraît. À chaque solution, il y a des nouveaux problèmes qui apparaissent. Néanmoins, la découverte du gène a pu permettre de mettre en place un dépistage néonatal systématique. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est à la naissance, tous les enfants sont dépistés pour savoir s'ils sont malades ou pas. Ça a commencé en 1988 dans le Finistère, 1989 en Bretagne et donc 2002 pour toute la France. Et ce dépistage précoce, systématique, a donc permis une prise en charge précoce et une augmentation de l'espérance de vie des malades. En 2017, les derniers chiffres que nous ayons, l'âge moyen au décès est de 35 ans, mais l'espérance de vie pour les enfants qui naissent maintenant est de plus de 40 ans. Donc on voit bien en quelques années, depuis la découverte du gène, les grandes avancées qu'il y a eu au niveau de la qualité de la vie des malades et de leur prise en charge. Je vous ai mis étude du professeur Chaventré en 89. C'est un professeur qui travaillait à l'INED à Paris, à l'Institut national d'études démographiques, qui avait pris contact avec le docteur Jehan parce qu'il voulait faire une étude sur la mucoviscidose en Bretagne.
Et le docteur Jehan lui avait dit que parmi ces malades, bizarrement, beaucoup étaient apparentés. Et donc le professeur Chavantré a décidé de faire une étude démographique pour montrer les liens d'apparentement entre les malades. Il a commencé en 1989 et puis il a rapidement abandonné au début des années 90 pour partir sur d'autres recherches. Mais moi, comme j'avais des malades dans ma famille, il était venu interroger mes grands-parents et voilà, à un moment donné de ma vie, j'ai eu envie de faire ma généalogie et mes grands-parents m'ont dit c'est pas la peine de la faire, elle est déjà faite à Roscoff. Et voilà que j'ai pris contact avec le professeur Chavantré, mais qui n'exerçait plus, et avec les médecins de Roscoff pour avoir mon arbre généalogique. Et donc c'est le début pour moi des recherches. Pour finir sur la mucoviscidose, je voudrais vous parler de la transmission de la maladie. Parce que comme on travaille sur la généalogie, on parle de transmission de génération en génération. Alors, pour qu'une personne soit malade de la mucoviscidose, il faut qu'il ait reçu un gène muté de son papa et un gène muté de sa maman. Je pense que c'est assez clair avec ma photo. Donc le papa, il a un gène muté dans ce sens, la maman dans ce sens, et donc l'enfant, eh bien, il est malade parce qu'il a reçu de papa et de maman. Des fois, une bonne image, ça vaut mieux qu'un long discours. Alors, je vais continuer sur les images et sur les vêtements. Là, j'ai symbolisé nos chromosomes avec des jeans. Parce qu'on en reçoit deux toujours, deux chromosomes dans notre ADN, un que l'on reçoit de papa et un de maman. Je vous disais que pour la mucoviscidose, eh bien, il y a une mutation au niveau du chromosome 7. Le chromosome 7, il est ici. Donc, quelqu'un qui a une mutation, il est porteur sain. Le papa est porteur sain, la maman est porteuse saine, s'ils ont une mutation. Et l'enfant qui en reçoit deux, c'est là qu'il développe la maladie, quand il reçoit deux mutations. Moi, je suis porteuse saine. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer ça plus en détail. Donc, ce qui est brut, les chromosomes sans mutation, comme des gènes bruts, c'est des personnes qui sont non porteuses de mutation. C'est le cas ordinaire. Et là, je vais encore revenir à moi, mais pour vous donner un exemple concret. Moi, je ne suis pas malade, donc je suis porteuse saine. Ça n'a aucun effet sur ma santé. Mais j'ai voulu savoir comment ce gène muté était venu jusqu'à moi. Donc, je vais vous prendre l'exemple de mes grands-parents. Ça, c'est mes grands-parents. Si vous avez suivi, comme ils ont eu des enfants malades, ils ont tous les deux un gène muté. Mais ils sont comme moi, ils ne sont pas malades, ils se portent bien, ils sont porteurs sains. Hop, porteurs sains. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe, la loterie qui se passe à chaque conception d'un enfant quand les parents sont porteurs sains. À chaque conception, chaque parent donne la moitié de son ADN. Donc là, papa, il donne le côté sain, maman donne le côté sain, donc l'enfant non malade, non porteur. Autre cas qui peut se passer, maman donne côté sain, papa donne côté muté, on a là un enfant qui est porteur. Ensuite, autre cas qui peut se passer, le papa donne côté sain, maman donne le côté muté, on a un autre cas de porteur. Et dernier cas, le papa donne le côté muté, la maman donne le côté muté, et là, on est en présence d'un enfant qui est malade. C'est ce qui se passe à chaque conception, c'est un de ces cas-là qui se produit. Chez mes grands-parents, ils ont eu 5 enfants. Il y en a 2 qui étaient malades, je vous l'ai dit. Il y en a 2 porteurs sains et un qui est décédé avant qu'on ne fasse les tests. Voilà. Donc c'est une loterie. Maintenant, je vais vous montrer l'exemple de mes parents.
Ma maman, non porteuse. Mon papa, porteur sain. Ils ne le savaient pas quand ils ont décidé de faire des enfants. Ils savaient que mon père avait des probabilités parce que ses sœurs étaient malades, mais voilà. Ma mère, elle a vécu ses grossesses dans l'angoisse d'avoir un enfant malade. Donc, ce qui se passe quand il y a un des parents qui est porteur sain, statistiquement, il lui ne peut donner que des côtés sains puisqu'il n'y a pas la mutation dans ses gènes. Mon papa, à chaque conception, donc lui il peut soit donner le côté sain, soit donner le côté atteint. Donc mes parents avaient un risque sur 2 d'avoir des enfants porteurs, mais ils ne pouvaient pas avoir des enfants malades. Vous suivez ? Ok. Donc moi je suis porteuse saine. Mon frère, on est 3 dans la fratrie. Mon frère et ma sœur, ils ont aussi fait les tests et il se trouve qu'ils sont porteurs sains aussi. Donc on est 3 sur 3 à être porteurs sains. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire que moi j'ai hérité de ce gène de mon papa, qu'il a hérité de ses parents et qui fait partie de mon histoire en fait. De mon histoire familiale. Il me concerne, mais il concerne mes ascendants, mais il concerne aussi mes descendants. Puisque j'ai 3 enfants, est-ce qu'ils sont porteurs ? Je ne le sais pas, parce qu'ils n'ont pas encore fait de test. Mais avant de me marier, j'ai fait tester mon mari aussi, pour savoir s'il était porteur ou pas, parce que ça n'empêchait pas tout l'amour que je lui portais, mais j'avais envie de savoir. Et donc il n'est pas porteur. Donc nos enfants ne peuvent pas être malades. Et néanmoins, ils peuvent tout à fait être porteurs et l'histoire se reproduit de génération en génération. Vous avez suivi ? Bon, alors, je vous ai mis un petit film pour vous résumer tout ça, d'1 minute. C'est un film qu'a produit l'association Vaincre la mucoviscidose. Elle détruit progressivement les poumons et le système digestif. D'origine génétique, elle est non contagieuse. La mucoviscidose entraîne des conséquences qui entravent la vie quotidienne des malades. Elle provoque une toux fréquente et chronique, des infections respiratoires régulières, l'atteinte des intestins, du pancréas, du foie, des douleurs abdominales et une importante fatigue. Chaque jour, les malades prennent en moyenne 20 médicaments et doivent supporter jusqu'à 6 heures de soins contraignants. En France, tous les 3 jours, un enfant né atteint de la mucoviscidose. Des parents porteurs sains du gène défectueux ont un risque sur 4 de transmettre ce gène à leur enfant, et ce, à chaque grossesse. Donc voilà pour la partie sur la mucoviscidose. Je pense que maintenant, ceux qui ne connaissaient pas, vous êtes aptes pour passer l'examen. Maintenant, je vais venir sur la mucoviscidose en Bretagne. Je vais vous parler d'une incidence et des recherches que j'ai menées. En France, il naît un enfant malade sur 4 900 naissances. En Bretagne, il naît un enfant malade sur 3 000 naissances, ce qui en fait la région de France où il y a le plus de naissances d'enfants malades. Une étude, ensuite, quand on regarde l'incidence par département en Bretagne, on se rend compte qu'aujourd'hui encore, en Ille-et-Vilaine, il y a une naissance sur 3 500 et que plus on va vers l'ouest, plus les risques sont importants. Dans le Finistère, on est à une naissance d'enfants malades sur 2000 naissances. Et une étude épidémiologique avait été faite, d'où l'étude du professeur Chaventré après, dans le canton de Bervin-Plouzévédé. Bon, ça date, c'était entre 1946 et 1972.
Et là, il y avait une naissance d'enfants malades sur 377 naissances. Et moi, je viens de Plouvorne, de ce canton-là, Bervin, Plouzévédé. Donc, je me suis questionnée, pourquoi la fréquence est aussi importante en Bretagne, pourquoi dans le Finistère, et pourquoi, autour de chez moi, le risque de rencontrer des malades est si élevé. J'ai donc décidé de faire la recherche pour savoir si c'est les comportements de nos ancêtres qui peuvent expliquer la fréquence et la répartition de la mucoviscidose aujourd'hui en Bretagne. Parce qu'au début, lorsque je disais « mais pourquoi on a la mucoviscidose dans la famille? Pourquoi il y a tant que ça de cas de mucoviscidose par chez nous ?» On me disait « oh ça, c'est la consanguinité. » Ouais, je trouvais ça un peu facile. Donc j'ai décidé de faire la recherche pour le vérifier ou l'infirmer. Il y a donc 12 ans, j'ai émis des hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'il existerait un effet fondateur que l'on peut dater et situer géographiquement. C'est-à-dire que j'avais en tête l'image d'un couple qu'on pourrait identifier et qui serait à l'origine de la mucoviscidose en Bretagne et qui l'aurait disséminée. Ma deuxième hypothèse, c'est que les patients atteints de mucoviscidose, les malades atteints de mucoviscidose et qui ont des caractéristiques génétiques communes sont apparentés. C'est-à-dire ceux qui ont la même mutation, ils ont les mêmes ancêtres. Ma troisième hypothèse, c'est que les unions de nos ancêtres présentent des particularités qui pourraient expliquer cette diffusion de la maladie. Je pensais notamment à la consanguinité ici. Et enfin, quatrième hypothèse, c'est que les mutations se seraient développées dans des zones géographiques limitées, qu'on appelle des isolats, et s'y seraient maintenues jusqu'à une période récente, notamment par le biais d'un avantage sélectif des porteurs sains. Je vais vous expliquer tout ça en détail tout à l'heure. Donc, comment j'ai travaillé ? J'ai commencé, donc, je vous disais, dans le Finistère et les Côtes-d'Armor. J'ai commencé par relever des données. J'ai pris les archives de tous les malades. Non, j'ai commencé par récupérer la base de données du professeur Chaventré. Ce qu'il avait fait au départ, lui, il avait fait ça dans des tableaux Excel. Il avait remonté, 40, 50 généalogies dans des tableaux Excel. Moi, j'ai récupéré tout ça. J'ai mis ça dans une base de données. Et j'ai consulté les archives du centre de Péraridy à Roscoff. Et j'ai rentré dans la base de données les malades, leurs mutations, leur date et lieu de naissance, et la même chose pour les parents si c'était dans le dossier médical. Ensuite, j'ai écrit à tous les patients pour leur dire que je le faisais. Ensuite, j'ai vu avec le professeur Ferrec au laboratoire de Brest. C'est le laboratoire qui fait les tests génétiques. Quand on prélève la goutte de sang à la maternité, c'est envoyé en Bretagne, soit à Rennes, soit à Brest pour analyser. Et donc, le professeur Ferrec m'a donné les mutations, les noms des patients aussi pour compléter la base. À partir de là, j'avais donc tous les malades suivis ou dépistés dans le Finistère et les Côtes-d'Armor, dans une base de données. J'ai écrit aux tribunaux de grande instance de Bretagne pour leur demander l'autorisation d'avoir accès au registre d'état civil. Parce qu'on n'a pas le droit de demander l'acte de naissance de son voisin. C'est interdit par la loi en dessous de 75 ans. Et donc moi j'ai eu cette autorisation-là de demander les actes de naissance, mariage, décès dans les mairies, grâce aux tribunaux de grande instance. J'ai donc écrit aux mairies pour leur demander l'acte de naissance des personnes que j'avais dans ma base de données. Et sur l'acte de naissance, si je prends un malade par exemple, j'ai le nom, prénom, date et lieu de naissance de ses parents. Donc, je demandais l'acte de naissance des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents. Et j'ai fait ça pour 4 ou 5 générations, pour tous les malades. Ensuite, je me suis dit, là, je ne vais jamais m'en sortir. Toute seule, j'avais 850 malades à peu près. Donc, j'ai pris contact avec le centre de généalogie du Finistère, il y a 3 antennes, des Côtes-d'Armor, et je leur ai dit, voilà, moi j'ai envie de faire cette étude, j'ai envie de savoir d'où vient la mucoviscidose, j'ai donc les malades, j'ai remonté les premières généalogies, et j'aurais besoin d'aide pour remonter les branches à partir des arrière-grands-parents,
Et là, j'ai trouvé une écoute attentive, une écoute dynamique, et il s'est mis en place quelque chose d'absolument incroyable, c'est que, eh bien, il y a eu beaucoup de bénévoles qui se sont présentés. Il y a 250 bénévoles qui m'ont aidé. Souvent, c'est des généalogistes qui ont de l'expérience, qui avaient déjà fait leur généalogie, celle de leur conjoint, celle de leur famille, celle de leurs voisins, et donc qui avaient de l'expérience et qui étaient contents de pouvoir utiliser la généalogie pour quelque chose d'utile. Donc voilà comment 250 généalogistes bénévoles se sont mobilisés. Ça a été géré par les responsables des centres de généalogie qui recevaient les généalogies, qui les traitaient, etc. et qui me les renvoyaient ensuite. Après, quand j'ai lancé toute cette affaire, je me suis dit, bon, c'est très bien, mais qu'est-ce que je vais faire ensuite de toutes les données qu'on va me renvoyer ? Et là, je suis allée au Québec, parce qu'au Québec, il y a un centre d'études qui travaille sur les généalogies et les maladies. Et je suis allée voir, en fait, quels outils ils utilisaient, comment est-ce qu'ils les utilisaient pendant 2 mois, pour voir comment moi, j'allais les analyser ensuite. Une fois qu'on fait l'analyse de ces données, ensuite, on fait de la communication. Comme aujourd'hui, par exemple, je vous dis, qu'est-ce que j'ai fait de ces données ? On rédige aussi des articles, des livres, et puis on passe sur un nouveau projet. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'avais fini mon étude, j'ai soutenu ma thèse, j'ai écrit le bouquin sur le Finistère-Côte d'Armor, et puis là, il y a un médecin qui me dit « Oh Nadine, quand même, ce serait dommage de ne pas avoir toute la Bretagne. Oh. » Ben voilà, je suis repartie. En 2014, je suis repartie, Ille-et-Vilaine, Morbihan. Et là, voilà, je viens de finir cette étape-là. La semaine dernière, j'ai fini les analyses et donc j'en suis à l'étape de communication devant vous aujourd'hui. Donc voilà un peu la méthode de travail d'un chercheur. Moi, je vous présente ma méthode de travail, mais pour toutes les recherches, c'est la même chose. On accumule des données, on les analyse, on communique et on repart. Donc, la population d'études. Moi, je suis partie des parents nés en Bretagne. Actuellement, j'en ai 2266 dans la base de données. Pour ces parents, je voulais que la biologie moléculaire soit avérée. Je veux savoir quelles mutations ils sont porteurs. Il y en a qui sont décédés avant, il y en a qui n'ont pas fait les recherches. J'en ai 1750. Ensuite, je voulais avoir une connaissance généalogique d'au moins 3 générations, mais dans mon échantillon, la profondeur généalogique moyenne est de 17 générations,7. Donc la population de référence de l'étude est de 1035 porteurs sains qui sont les parents des malades, les parents de 750 malades. Les méthodes d'analyse que j'ai utilisées. Alors, je suis partie des généalogies ascendantes, c'est-à-dire quand on part des malades, des parents, et qu'on remonte en direct. C'est-à-dire que j'ai le malade, j'ai son papa, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents. Je pars en direct, je ne regarde pas les collatéraux. Ça me sert à analyser la consanguinité et les effets fondateurs. Ensuite, je fais l'inverse. Pour étudier les réseaux de parenté, je pars des personnes qui sont en haut des arbres généalogiques et je regarde vers le bas. Je vais vous montrer un exemple concret tout à l'heure. Ça me permet d'analyser les cousinages, les choix de conjoints et les migrations. Et enfin, j'ai eu à faire des comparaisons avec des groupes statistiques, avec un groupe témoin, pour voir si dans ma base de données, il y avait des comportements particuliers ou pas. Donc ces comparaisons avec un groupe témoin permettaient de valider la particularité des comportements démographiques des familles malades. Peut-être que je devrais vous montrer ça d'abord. Donc les généalogies ascendantes, c'est quand on part d'un porteur, ses parents, ses grands-parents, et on remonte comme ça jusque là où on peut. Les généalogies descendantes, c'est l'inverse. On prend quelqu'un qui est en haut de l'arbre généalogique et on descend pour arriver sur les malades, pour voir qui sont les couples qui ont beaucoup de malades dans leur descendance. Hop. Et je reviens ici sur la base de données. Aujourd'hui, la base de données sur laquelle je travaille contient 1541 malades.
2707 porteurs sains qui sont des parents et quelquefois des grands-parents de malades qui ont été testés. Il y a 634 000 ascendants de ces 1541 malades. Normalement, il n'y a pas trop de doublons. Ce qui est la grosse difficulté de ma recherche, c'est la gestion de doublons. Parce qu'à chaque fois que je rentre une nouvelle généalogie, eh bien forcément, j'ai des ancêtres qui sont déjà dans la base de données. Donc, normalement, là, je n'ai pas de doublons. 634 000 ascendants. Il y a 137 mutations différentes. La plus fréquente s'appelle F508 delta. Elle est représentée à 72% chez les porteurs. C'est la mutation qu'on retrouve le plus dans le monde. Et la deuxième qui arrive numériquement s'appelle G551D et elle est à 4%. Et la troisième qui arrive numériquement, c'est 1078 delta, 2% des porteurs. Donc on voit vraiment qu'il y a une mutation comme partout dans le monde, c'est F508 delta. Les outils d'analyse que j'utilise, j'utilise un logiciel de généalogie classique comme tous les amateurs de généalogie, il y en a plusieurs. Moi j'utilise Généatique. J'en ai testé plusieurs et c'est celui qui me convient le mieux. Dans Généatique, je stocke mes données. Et après, je fais des exports. J'exporte vers Genji, qui maintenant ça s'appelle plus Genji, ça s'appelle Ancestry, qui est un logiciel libre où des développeurs m'ont permis de développer des algorithmes pour trouver qui étaient les ancêtres qui avaient le plus de malades dans leur descendance. J'utilise Granit Muco. C'est un logiciel qui a été développé sur mesure par Michel Moreau, qui est des Côtes d'Armor, qui est un généalogiste, développeur en informatique, et qui m'a dit « Nadine, qu'est-ce que tu as besoin pour tes analyses ?» Je lui ai écrit mon cahier des charges, et miracle de la nature, il m'a créé un logiciel sur mesure. Ce qui est pour moi essentiel, parce que les cartes que je vais vous présenter sont tirées de ce logiciel. C'est bien d'avoir 650 000 individus, mais ça ne parle pas en fait. La difficulté, c'est ensuite d'en ressortir quelque chose. Et donc, j'ai mes données dans Généatique, je fais des exports que je réimporte dans Granit Muco, qui me permet d'avoir notamment des cartographies et des calculs. Et j'utilise aussi GenLib, qui est un logiciel québécois. Avant d'aller plus loin, il ne faut pas que j'oublie de vous dire que cette base de données, elle a reçu une validation par la CNIL en 2004. C'était la condition pour laquelle, de base, avant que je commence à travailler dessus, il fallait qu'elle soit aux normes de la CNIL et qu'elle respecte donc toutes les prérogatives de la Commission nationale informatique et liberté, c'est-à-dire que c'est une base qui est sur un ordinateur dédié avec des mots de passe, voilà. Néanmoins, les malades peuvent y avoir accès, au même titre que les malades ou leurs familles, que l'accès au dossier médical des patients. Donc voilà pour la base de données. Ça, c'est un petit exemple concret pour vous montrer dans Généatique comment je stocke les données. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont ce logiciel parmi les généalogistes, oui. Donc, moi, je l'ai un peu paramétré pour moi. J'ai mis en rose les filles, en bleu les garçons. Hein, vous m'excuserez de la facilité. Je note la date de naissance, le nom qui est toujours le nom de jeune fille pour la femme, le prénom, la profession, s'il y en a une, la date de naissance, avec le lieu de naissance, le code INSEE, la région et le pays. Pareil pour le décès. Je précise le statut quand je le connais. Est-ce que la personne est malade? Est-ce qu'elle est porteuse? Et le troisième statut, c'est non porteur, parce qu'il y a des personnes qui sont testées et on sait qu'elles ne sont pas porteuses. Donc là, je mets non porteur. Je mets le génotype avec la mutation du papa toujours en premier, / la mutation de la maman en deuxième. Et puis après, je mets le centre où est suivi le malade. Voilà. Ça, c'est pour mon organisation dans Généatique. Après, je fais des exports en GETCOM pour réintégrer, pour traiter les données. Donc ça, je vous ai déjà montré. Donc voilà un peu pour la mucoviscidose, l'origine de l'étude. Et maintenant, je vais vous montrer à quoi ça sert, toutes ces données.
je vous avais parlé de mes hypothèses. Effet fondateur, apparentement génétique, analyse des unions et endogamie, isolat, avantage sélectif. Donc je vais vous dire ce que j'ai trouvé et ce que je n'ai pas trouvé. Alors, l'effet fondateur. Ça, c'est pour vous dire, cette image, c'est l'arbre de consanguinité. C'est une image du XVe siècle. Et donc, l'effet fondateur, là, je me fais la petite loupe sur les racines, sur l'origine de la mucoviscidose et de l'effet fondateur. Donc, un effet fondateur, qu'est-ce que c'est ? C'est quand une population d'origine migre pour créer une nouvelle population. La population d'origine, on voit que les traits génétiques sont diversifiés. Il y a plein de personnes avec différents profils génétiques. Mais quand il y a des migrations, seul un certain nombre de personnes migrent. Ils ne représentent pas toute la population d'origine. Et quand cette nouvelle population s'installe, se reproduit, eh bien, les traits génétiques sont moins diversifiés. C'est ce qu'on appelle un effet fondateur. Concrètement, ça s'est produit au Canada, au Québec. Il y a eu des migrations. Ces personnes des migrations venues notamment de France, du Perche, d'Irlande, etc. Il y a eu des migrations. Les personnes se sont implantées, ont fait énormément d'enfants, mais la nouvelle population a des traits génétiques moins diversifiés que les populations d'origine. C'est ce qu'on appelle un effet fondateur. Vous suivez ? Oui. Donc, moi, j'ai voulu voir si pour la mucoviscidose, il y avait un effet fondateur. Donc, pour ce faire, j'ai remonté avec l'aide des bénévoles les arbres généalogiques jusqu'au maximum des données de l'état civil qu'on avait. Je disais aux bénévoles, remontez les généalogies jusque là où vous êtes sûrs. Là où on a des preuves, après vous vous arrêtez. Donc souvent, ça allait jusqu'au 15e, 16e siècle. Donc, pour la mutation la plus fréquente, si je prends, ça c'est la carte des couples, plus c'est foncé, plus il y a des couples qui ont dans leur descendance des porteurs de la mutation F508 delta. On voit qu'il y en a sur toute la Bretagne, mais surtout sur le Finistère, un peu l'ouest des Côtes-d'Armor et du Morbihan. Pour la mutation G551, le profil est un peu différent. Ici, on est sur le Nord Finistère, le Haut-Léon et la limite entre Morbihan et Ille-et-Vilaine. Morbihan-Finistère, le centre-Bretagne. La mutation 1078 delta, on a une autre configuration. On est vraiment dans le sud du Finistère. Donc là, ce sont là où vivaient les ancêtres qui ont le plus de porteurs dans leur descendance. Donc j'étais un peu déçue. Je n'ai pas trouvé le couple par mutation, mais parce que mes données, en fait, s'arrêtent au XVe siècle. Or, les mutations, elles sont là depuis bien plus longtemps. J'étais limitée par la date des données, mais néanmoins, c'était très instructif d'avoir pu localiser géographiquement les ancêtres communs ayant le plus de malades dans leur descendance par mutation. Parce qu'on voit bien qu'on a vraiment des configurations différentes par mutation. Donc ça, c'était déjà intéressant sans avoir pu trouver l'effet fondateur. Quand j'ai mis sur la carte les communes où on trouve ces parents qui ont un maximum de malades dans leur descendance, je ne sais pas si ça vous parlera ici, mais c'est vraiment des communes littorales du Nord Finistère. Plouescat, Plouzévédé, Cléder, Ploudalmézeau, Ploudaniel, Plounévélocris, Saint-Frégan, Sibiril, Goulvin, Guissény, Ploudalmézeau, Landéda, Carnélès. On est vraiment sur la frange littorale du Nord Finistère. Et à la vue de cette carte et des suivants et des précédentes, ça m'a fait penser à cette carte que je connaissais de Louis Léguette sur l'implantation des Bretons en Armorique. Je me suis demandé, la mutation
G551D, celle que l'on retrouve... Hop, oh mince. Ici, le nord du Finistère et ensuite le sud. Là où on la retrouve le plus, c'est en Irlande. La mutation 1078 delta, à ce jour, on ne l'a rencontrée qu'au Pays de Galles et dans le sud du Finistère, chez des malades issus du sud du Finistère. Donc je me suis demandé si les Irlandais ne se seraient pas installés ici et ici, si les Gallois ne se seraient pas installés ici, et les Cornouaillais en Cornouailles. Donc, avec mes cartes, j'ai été voir des hagiographes, des spécialistes de la vie des saints. Parce que je me suis dit, vous savez, on entend là, Paul Aurélien sur son auge en pierre qui a traversé. Voilà. Donc moi, avec ma naïveté, j'ai été voir des hagiographes, spécialistes de la vie des saints, qui m'ont dit « Ah mais Nadine, pas du tout. En fait, ces histoires-là, elles ont peut-être existé, mais elles ont été réécrites régulièrement au fil de l'histoire. » Néanmoins, après, j'ai été voir des historiens spécialistes du Moyen-Âge, spécialistes des migrations. Et ils m'ont dit, Nadine, nous, on ne sait pas, on n'a que des hypothèses, on n'a rien. Au niveau archéologie, on n'a pas grand-chose, au niveau littérature, on n'a rien. Mais toi, avec tes mutations de la mucoviscidose, là, tu as des preuves, c'est des preuves irréfutables des mutations. Et en fait, tu viens avec des questions, mais tu nous apportes plutôt des réponses à nos questions. Oh là là. Et là, j'étais au milieu de ma thèse et je me suis dit, waouh. Ben, j'étais contente, je me suis dit, c'est bon, j'aurai une bonne note, ça va le faire. Donc, j'étais rassurée. Et si j'ai repris mes recherches là sur le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine, c'est pour ça. C'est pour voir si ça confirmait ces hypothèses-là ou pas. Et ça n'a pas été spectaculaire. 4 ans de travail pour juste confirmer que oui, j'ai les mêmes données qui remontent tous vers le Nord Finistère ou le sud du Finistère. Donc les hypothèses restent les mêmes, mais depuis 2014, la différence, c'est qu'il y a des chercheurs en linguistique qui se sont intéressés à ces recherches, des chercheurs en archéologie, en histoire, et il commence à se fédérer un groupe où chacun va mettre en commun ses résultats de son côté, parce qu'on a tous quasiment les mêmes cartes. Et c'est là que ça devient super intéressant. On s'éloigne de la mucoviscidose, mais on se rapproche de l'histoire de la Bretagne, dont la mucoviscidose fait partie. Voilà. Donc ça, je n'ai pas trouvé d'effet fondateur, mais il y a des nouvelles hypothèses qui sont arrivées avec cette recherche. Donc c'était la première hypothèse. Donc là, sur cette carte, en fait, j'ai noté sommairement par mutation où sont les effets fondateurs. Parce que je l'ai fait pour toutes les mutations que j'avais dans la base de données. Voilà. Et alors, sur ce tableau, j'ai mis le nombre de généalogies que j'ai par mutation. Des généalogies qui ont des liens de cousinage au sein de leur groupe. Par exemple, le groupe F508 delta, 93% des généalogies sont liées entre elles. Ce qui me fait dire que les cousins à la mode de Bretagne, ce n'est pas une légende en fait. C'est qu'on est cousins, tout le monde est cousin avec tout le monde quasiment, 93% dans ce groupe. Donc il y a beaucoup de liens de cousinage, mais je voudrais relativiser en disant que ce n'est pas parce qu'on a des liens de cousinage avec quelqu'un qui a la même mutation que nous, qu'on n'en a pas avec d'autres personnes qui ont d'autres mutations. C'est-à-dire que le chemin pris par le gène, il a pris un chemin, mais on est cousins plus globalement. Il ne faut pas se limiter aux mutations. Si on prend l'exemple de G551D, j'ai 40 généalogies, 95% des porteurs sont apparentés, mais pourtant, dans ce groupe-là, tous les porteurs sont apparentés avec d'autres... La généalogie, en fait, il y a tellement de branches que ça peut prendre n'importe laquelle pour faire des liens de parenté.
Donc je voulais dire qu'il y avait des cousins à la mode de Bretagne. C'est une réalité, mais en génétique, il faut faire attention à prendre en compte la généalogie aussi et ses différentes branches. Donc voilà pour la première hypothèse, les deux premières hypothèses. Il y a des apparentements génétiques entre les malades, oui, mais pas seulement. Et il n'y a pas d'effet fondateur, mais il y a des nouvelles hypothèses. La troisième hypothèse que j'avais concernait les unions, l'analyse des unions. Là, je vais vous parler de la consanguinité, de l'âge au mariage et des remariages. Alors, la consanguinité. Je vais commencer encore par une définition. Un individu qui est consanguin, c'est quelqu'un qui est le fruit d'une union entre deux individus qui sont apparentés. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis consanguine parce que mon papa et ma maman ont un ancêtre commun. Super loin, mais ils ont un ancêtre commun. Donc, un consanguin est le fruit d'une union entre individus apparentés. La consanguinité, je devais vous dire que ça a des effets. Ça augmente le nombre, la probabilité d'avoir des gènes identiques. Mais ces gènes, s'ils sont positifs, la consanguinité est positive. S'ils sont négatifs, c'est négatif. Les gènes, ça peut être des très bons gènes, et donc ça peut être très positif. Mais ça peut être aussi des gènes délétères, comme ceux d'une maladie. Et ceci étant dit, j'ai souhaité calculer les risques en cas de consanguinité avérée par rapport à la mucoviscidose. Et concrètement, au-delà du 4e degré canon, au-delà de 4 générations, par rapport aux données que j'ai, les effets de l'apparentement entre les époux sur leur descendance en termes de mucoviscidose sont négligeables dans le sens où ils se rapprochent du reste de la population. C'est-à-dire que dans mes données, j'ai travaillé sur des territoires, par exemple le Nord Finistère, où une personne sur 15 est porteuse du gène de la mucoviscidose. Du coup, le fait de se marier avec son voisin ou son cousin au 5e degré, on en arrive aux mêmes probabilités. Voilà, donc tout ça pour vous dire que sur les 1541 patients qui sont dans la base de données, j'en ai 7 qui sont issus d'une union entre apparentés au 4e degré. C'est ce que j'ai le plus, ou jusqu'au 4e degré. Et sur ces 7-là, il y en a 4 qui n'ont pas les mêmes mutations. Ça veut dire que ce n'est pas par leur ancêtre commun qu'ils ont la mucoviscidose. Donc autant dire que la mucoviscidose et la consanguinité, on oublie. La consanguinité proche, ce n'est pas à cause de ça qu'il y a des malades de la mucoviscidose en Bretagne. Ça, c'est sûr. Par contre, ça peut être lié aux apparentements, à ce qu'on appelle l'endogamie. Parce que entre la 7e et la 11e génération, je vous disais quasiment, on est tous quasiment cousins dans le Nord Finistère. Mais ça peut être ailleurs aussi, mais le Nord Finistère a des particularités géographiques, la mer au nord, la mer à l'ouest, qui font qu'il y a moins de brassage génétique. Et c'est ces apparentements éloignés qui ont pu être déterminants dans l'expansion de la maladie. L'expansion de la maladie, notamment en terrain propice, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc il n'y a pas de consanguinité proche qui explique la maladie. Néanmoins, ça peut être dû à des apparentements éloignés. Je vais passer sur l'âge au mariage, qui est une donnée que j'ai pu analyser à partir de toutes les généalogies. L'âge au mariage est resté à peu près stable pendant 500 ans en France. En Bretagne, il y a une différence par rapport aux données démographiques de la France, c'est que le mariage est plus précoce chez les femmes. Si on regarde en France, l'âge au mariage était de 25 ans et demi à peu près pour les femmes et de 27 ans et demi pour les hommes. Et dans mes données, moi, j'ai plutôt un mariage autour de 23 ans pour la femme et quasiment inchangé, 27 ans et demi pour les hommes. Cet âge au mariage avancé de 2 ans permet
une vie fertile plus féconde, plus longue. Et donc, en termes de reproduction, il y avait plus d'enfants en Bretagne. Et quand il y a des gènes délétères, ça les développe encore plus. Et donc, cet âge au mariage différentiel, il a des conséquences en fait sur la fécondité. Et ça peut être une autre explication. Ça peut être une des explications de la diffusion importante d'un gène récessif. Je voudrais aussi parler, par la fécondité plus importante, des remariages. Les veuvages étaient très très courants autrefois, jusqu'au XXe siècle. Et sur l'ensemble des remariages, j'en ai plus de 21 000 dans la base de données. 62% concernent les hommes contre 34% les femmes. C'était dû notamment au fait que pour la continuité du foyer, de l'exploitation des fermes, des fermages, c'était une nécessité pour les hommes. Je vous laisse en conclure ce que vous voulez, de se remarier. Et après 40 ans, une femme, elle avait de moins en moins de chances de pouvoir se remarier, tandis que les hommes, eux, se remariaient toujours. Donc ça, c'était un petit peu anecdotique, mais c'est aussi pour vous dire que les hommes, du coup, ils se reproduisaient plus. Voilà. Et je viens à la dernière hypothèse, qu'est l'endogamie. L'endogamie, c'est le fait de naître, marier et être décédé dans la même commune. C'est de ne pas bouger géographiquement, en fait. C'est ça l'endogamie, c'est quand il n'y a pas de brassage génétique que les personnes ne bougent pas beaucoup. Donc, voici la carte des personnes à même commune de naissance, mariage, décès. Et voici la carte où vivaient les couples communs qui ont le plus de malades dans leur descendance. Et on voit vraiment une analogie entre ces deux cartes. Je vais vous montrer un exemple plus concret. Par la cartographie des descendants par génération pour la mutation F508 pour un couple qui a plus de 150 porteurs dans sa descendance. C'est un couple qui vivait il y a 13 générations dans une commune du Nord Finistère. Et je vais vous montrer où vivent leurs descendants que j'ai dans la base de données génération par génération. Donc à la génération suivante, voilà où vivent leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc. Donc on va continuer comme ça à la génération 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jusqu'à aujourd'hui. Ces cartes, en fait, je vous les montre parce qu'elles témoignent en faveur d'une stabilité géographique, d'un enracinement local jusqu'à une période récente. D'une manière générale, le marché matrimonial, c'était 5 à 10 km maxi qu'on allait chercher son conjoint. Et on est là vraiment dans des espaces qui sont limités, des espaces spécifiques où les généalogies familiales alimentent la chronique de la reproduction par la reproduction génétique par l'alliance, en fait. Le fait d'avoir des enfants qui restent au même endroit, etc. Il y a un enracinement local qui fait qu'il n'y a pas d'apport extérieur au niveau génétique. On est vraiment dans un milieu endogame, dans un milieu qui génétiquement ne reste le même, en fait. Pour peu que la mutation soit présente. C'est quand la mutation est présente et qu'elle se développe. Et je vais finir pour les hypothèses sur l'avantage sélectif. Alors, l'avantage sélectif, j'ai pris l'exemple de la girafe parce que ça permet d'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que l'avantage sélectif.
les girafes, en cas de sécheresse, celles qui ont un grand cou, c'est celles qui peuvent attraper les feuilles qui sont en haut des arbres. Quand il n'y a plus de feuilles nulle part, celles qui ont un grand cou peuvent se nourrir en prenant les feuilles qui sont en haut des arbres. Donc, en cas de grosse sécheresse, celles qui ne peuvent pas se nourrir, elles décèdent. Et celles qui sont bien nourries, elles peuvent se reproduire. Et donc, elles peuvent transmettre leur gène grand cou à la génération suivante, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle un avantage sélectif, d'avoir un grand cou pour les girafes. Vous me suivez ? Bon, vous vous demandez sans doute quel est le lien avec la mucoviscidose. Eh bien, pour la mucoviscidose, j'avais entendu dire que, statistiquement, aujourd'hui, il ne devrait pas y avoir tant que ça de malades. Parce qu'au fil des générations, il devrait y en avoir de moins en moins. Or, les chiffres restent stables. Donc, j'ai voulu voir s'il y avait un avantage sélectif à être porteur sain du gène de la mucoviscidose. Donc, j'ai fait des calculs qui se trouvent dans le livre et qui sont un peu pas très intéressants à développer. Ce que j'ai trouvé avec ces calculs, c'est que les hétérozygotes, c'est-à-dire les porteurs sains, ont un avantage un coefficient de survie de 2% supérieur aux autres à une génération donnée. Donc c'est à comprendre comme un avantage de près de 2% qu'ont les porteurs sains par rapport aux non-porteurs à transmettre leur patrimoine génétique à la génération suivante. Et cet avantage sélectif pourrait expliquer l'expansion par leur reproduction de l'expansion du gène et de l'allèle pathogène dans la population. Mais ça, c'est 2% à une certaine... C'est 2% en statistique par génération. Mais ce qui a bien pu se passer, c'est que ça pouvait être beaucoup plus important à une époque donnée. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. C'est vraiment un chiffre statistique sur l'ensemble du corpus. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ni quand. Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'était hier? Donc, je me suis dit, peut-être que c'était à un moment donné de l'histoire que les porteurs sains auraient résisté à une épidémie alors que les autres seraient décédés. Ça existe pour la malaria, la fièvre jaune, avec le gène de la... Non, c'est pas la fièvre jaune, c'est la drépanocytose. La drépanocytose, les porteurs sains du gène de la drépanocytose ont leurs globules rouges en forme de faucille. Et en cas d'épidémie de malaria, les porteurs sains, par ce globule rouge en forme de faucille, survivent. Donc, dans des zones comme l'Afrique de l'Ouest, où il y a beaucoup de paludisme, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui décèdent, mais celles qui survivent sont celles qui sont porteurs sains du gène de la drépanocytose. Donc, ce sont elles qui se reproduisent. Et donc, la drépanocytose est plus répandue dans ces zones-là. Vous me suivez ? Ok. Donc, je reviens à la mucoviscidose. Moi, je me suis dit qu'il s'était peut-être passé quelque chose comme ça pour la mucoviscidose. Et je ne suis pas la seule à m'être dit ça, parce qu'il y a eu des études de fait sur différentes maladies, la grippe, la tuberculose, le choléra et la fièvre typhoïde. Et ça n'a rien donné. Et moi, je me suis dit, avec mes données, je peux tester le typhus. Parce que le typhus, ça a été apporté par les marins, on sait quand, et donc je vais m'appuyer sur cette base de données pour tester la résistance au typhus. J'ai choisi une commune, j'ai choisi la commune de Kerlouan pour tester le pic de mortalité en 1776. Parce qu'il y avait un pic de mortalité en 1776. Et pour ce faire, j'ai comparé une série générale d'individus issus du Centre de généalogie du Finistère de Brest, issus des registres paroissiaux, avec le pic de mortalité en 1776. Et moi, j'ai pris à la même période les personnes décédées à Kerlouan à cette période-là. Et j'ai conclu qu'il n'y avait aucun écart de mortalité. Rien du tout, c'était la même chose dans les deux bases.
Donc le gène CFTR n'interviendrait pas dans le cadre d'un avantage sélectif face au typhus. Néanmoins, l'âge au décès m'est apparu comme significatif. En effet, je me suis rendu compte que les ancêtres des malades de la mucoviscidose ont un âge moyen au décès supérieur de 4 ans pour les hommes et de 1 an pour les femmes par rapport aux autres individus dans ma base de données. Je ne sais pas pourquoi. Et cette étude est assez limitée puisque c'est dans une commune. Il y avait peut-être un biais de sélection. Mais en tout cas, donc du coup, ce que j'ai décidé, c'est de prendre un échantillon plus large et de calculer l'âge moyen au décès selon le sexe sur un échantillon. Alors, qu'est-ce que j'avais fait déjà ? Alors, je ne me rappelle même plus trop. J'ai pris un échantillon issu du centre de généalogie du Finistère sur une période plus large. Je ne me rappelle même plus. Attendez. J'ai pris sur une période plus large, j'ai pris 15 ans, j'ai pris à partir de 1880, je crois. Et là, ça a donné les mêmes résultats, c'est-à-dire un âge moyen au décès plus tard pour les hommes de 5 ans et pour les femmes de 1 an. Et là, j'étais à la toute fin de ma thèse et j'ai arrêté sans savoir pourquoi, sans savoir s'il y avait un biais de sélection, je ne sais pas. Et je n'ai pas poursuivi ces recherches-là, mais ça reste une des pistes à poursuivre dans les perspectives. Les porteurs sains vivraient plus vieux, en tout cas, c'est significatif dans les données que j'avais, et de 5 ans. Donc il y a sans doute un avantage sélectif qui explique l'expansion de la maladie, mais on n'en sait pas plus. Pour conclure, cette étude sur l'origine de la mucoviscidose en Bretagne a permis de développer quelques connaissances sur l'origine de la maladie. On voit bien qu'il y a des apparentements génétiques entre les malades, qu'il n'y a pas d'effet fondateur vérifié, mais de nouvelles hypothèses sur l'origine de la population. Au niveau du modèle de diffusion, on voit qu'on a des unions qui sont très fécondes, qu'on a une grande permanence sociale, qu'il y a un avantage sélectif des porteurs sains, mais on ne sait pas quand, et très peu de consanguinité proche. Au niveau des perspectives, je voudrais revenir à l'histoire personnelle, à mon histoire individuelle. Alors, d'abord, pour le malade et sa famille, au niveau des perspectives, on voit que ces arbres généalogiques, cette recherche permet une approche collective de la maladie et non plus individuelle. Parce que quand on a un malade dans sa famille, on a tendance à se dire pourquoi nous et c'est pas de chance. Et là, on voit qu'on est en fait dans une histoire de population. C'est un outil de soutien psychologique et l'arbre généalogique est un support de communication sur la transmission de la maladie. Dans les centres de soins, c'est un élément du dossier médical. C'est un repère pour le dépistage par rapport aux différentes mutations et c'est un support d'information sur la transmission. Au niveau des perspectives, je donne aux familles qui ont des malades et qui le souhaitent leur arbre généalogique. Je leur fais un dossier avec les lieux de vie de leurs ancêtres, des cartographies de leur nom de famille, leur arbre généalogique, et je leur propose aussi, s'ils le souhaitent, le tracé qu'aurait pu prendre le gène génération par génération pour arriver jusqu'à eux. Voilà, et ce dossier-là, il fait une centaine de pages en général, je le donne pour qu'il circule dans les familles et pour que ça fasse de la prévention. Voilà. Dans les perspectives, il y a donc des publications et des communications. J'aimerais travailler sur les situations anglo-saxonnes et québécoises pour voir s'il y a des liens outre-Manche.
et outre-Atlantique aussi, parce qu'au Québec, il y a aussi un endroit au niveau du lac Saint-Jean où il y a beaucoup de mucoviscidose. J'aimerais continuer à travailler sur l'avantage sélectif. Je suis aussi contactée pour d'autres maladies qui m'intriguent aussi, d'autres maladies qu'on retrouve plus spécifiquement en Bretagne, l'hémochromatose, la luxation congénitale, où cette méthode de travail pourrait être appliquée aussi. Et puis perspective passionnante sur l'histoire de la Bretagne, plus généralement. Et donc là, je vous disais, je voudrais revenir à l'histoire personnelle, à l'histoire individuelle. En 1996, il y a une petite fille qui est née à Paris, qui s'appelle Aëla, de 2 parents bretons. Elle n'allait pas bien. Elle avait le ventre gonflé, des diarrhées, de la fièvre, des glaires, et elle toussait beaucoup. Après quelques mois d'errance de diagnostic, le diagnostic est tombé, elle avait la mucoviscidose. Elle est née en 96, donc c'était après le dépistage néonatal, avant le dépistage néonatal systématique en France. Donc, Jean rouge, donc, puisqu'elle est malade, vous avez suivi, ses 2 parents sont porteurs sains. Moi, je suis là. Je suis porteuse saine, vous avez suivi, parce que mon papa est porteur, pas ma maman. Ça, c'est ma grand-mère. Ça, c'est mon arrière-arrière-grand-mère. Mon arrière-arrière-arrière-grand-mère avait une sœur qui avait une fille, qui a une fille qui est la grand-mère de cette petite Aëla. C'est donc une cousine à moi, à la mode de Bretagne, cette petite fille. Et quand j'ai appris ça, je me suis vraiment questionnée sur l'enseignement qu'il y avait à en tirer. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je travaille sur les porteurs sains. Il y a beaucoup d'études qui sont faites sur la mucoviscidose pour travailler sur la génétique, sur les médicaments, pour pouvoir guérir. Mais moi, je me suis dit qu'à mon niveau, je pouvais travailler sur les porteurs sains. Parce qu'il y a quand même 2 millions de porteurs sains en France. Et c'est par les porteurs sains que se transmet la maladie. Et tout au long de ce travail, je me suis rendu compte qu'une fois que la mutation est survenue sur un gène, et que ce gène est très présent dans une population, comme on prend le Nord Finistère, une personne sur 15, son sort dans la population dépend de ce qu'on décide d'en faire. C'est-à-dire que c'est par nos comportements qu'on va le disséminer ou non, si on fait énormément d'enfants. Et aujourd'hui, on a des moyens de prévention. On peut savoir si on est porteur ou non. Et moi, je me suis demandé, mais comment on fait pour arrêter cette chaîne-là qui, depuis des générations, se produit ? Et je pense que la seule arme que l'on possède, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de médicament qui change, qui répare cette mutation du gène, eh ben, notre seul moyen d'action, c'est la connaissance des porteurs sains. Et aujourd'hui, on peut dépister les porteurs sains pour moins de 100 €. C'est remboursé par la sécurité sociale. Je ne voudrais pas supprimer les jeans rouges, les malades. Ce n'est pas ça que je veux dire. Je voudrais simplement dire que moi, à mon niveau, j'étais très contente de savoir mon statut. J'étais contente de pouvoir faire des choix éclairés. Avec mon mari, on avait beaucoup discuté. Si on a un enfant malade, qu'est-ce qu'on fait, etc. On avait décidé de quelque chose. Voilà. Et aujourd'hui, on en a reparlé et on a changé d'avis. Peu importe. L'idée, c'est qu'on le savait. C'est qu'on pouvait faire un choix éclairé. Et tous les parents de malades, d'enfants malades, avec qui je discute, tous, ils me disent, on aurait aimé savoir. Savoir, voilà. Et pouvoir agir en connaissance de ce savoir. Donc c'est ce que je voulais vous dire, que les recherches sur les porteurs sains sont peu nombreuses, qu'il y en a 2 millions en France, et que
c'est cette chaîne-là que je voudrais arrêter par la prévention. Pour plus qu'on dise que c'est en Bretagne et dans le Nord Finistère, là je pense qu'il y a quelque chose à faire justement pour cette prévention-là. Donc en partant de mon histoire individuelle, j'ai voulu vous montrer qu'on est tous le fruit d'une histoire collective, que nos gènes sont liés à l'histoire de notre population, qui font partie de notre patrimoine. Et puis j'ai aussi voulu montrer comment concrètement, grâce à vous, grâce aux généalogistes, les morts, ils instruisent les vivants. Je vous remercie pour votre attention. Et je remercie tous les acteurs de cette recherche, Monsieur Jolivet pour m'avoir invité, les bénévoles qui sont dans la salle. J'ai eu le plaisir de rencontrer 5 alors qu'on avait discuté que par Internet. Donc ça, c'est vraiment un grand plaisir. Et puis bien sûr, les soignants, les familles de malades, les associations, les centres de généalogie.